Pour mes 30 ans, j'ai demandé une seule chose à ma famille, un dîner tous ensemble. Ce matin-là, maman m'a appelé pour me dire qu'ils organisaient plutôt une pendaison de crémaillère pour ma sœur. Tu comprends, n'est-ce pas? Toi, ce n'est qu'un anniversaire. J'ai répondu, bien sûr. Ensuite, j'ai déchiré le chèque que j'avais rédigé pour son apport initial. Je m'appelle Vincent. J'ai 30 ans, et je dois vous raconter l'anniversaire qui a brisé ma famille. Ou plus exactement, l'anniversaire qui m'a enfin montré que ma famille était brisée depuis toujours. Et que j'étais le seul à faire semblant du contraire. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une ville moyenne de la banlieue de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un joli quartier, des écoles correctes, le genre d'endroit où tout le monde se salue depuis son allée, même s'il juge secrètement l'entretien de votre pelouse. Mes parents s'appellent Pierre et Catherine. Mon père est directeur des opérations dans une usine de fabrication. Ma mère travaille à temps partiel dans un cabinet dentaire et à plein temps pour être la femme la plus soucieuse de son image de tout le code postal. J'ai un seul frère ou sœur, ma petite sœur, Élodie. Elle a 27 ans. Et d'aussi loin que je m'en souvienne, Élodie a été le soleil autour duquel ma famille gravite. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que j'étais un enfant négligé enfermé dans un placard sous l'escalier. J'avais de la nourriture, des vêtements, un toit, des cadeaux de Noël. Sur le papier, tout allait bien. Mais il y a une différence entre subvenir aux besoins de quelqu'un et en faire une priorité. Et si vous avez déjà été l'enfant qui recevait les restes d'attention, vous savez exactement de quoi je parle. Élodie était la petite dernière. Élodie était la fille que ma mère avait toujours voulu après avoir eu un garçon d'abord. Élodie avait des spectacles de danse, des compétitions de majorette et des élections de reine du bal. Et chacune de ces choses s'accompagnait d'une véritable production familiale. Mes parents prenaient des jours de congé, conduisaient pendant des heures, s'asseyaient au premier rang, publiaient des photos sur toutes les plateformes connues de l'homme. Quand je jouais au football dans l'équipe du lycée, mon père a dû assister à un tiers de mes matchs, tout au plus. Ma mère est venue à un seul, et elle a passé la majeure partie de son temps sur son téléphone à planifier les 16 ans d'Élodie. J'ai marqué un but décisif lors de ce match. Elle l'a manqué. Je ne suis pas amer à ce sujet. D'accord, peut-être que je le suis un peu. Mais le fait est que j'ai appris très tôt que l'économie de l'attention dans mon foyer avait un vainqueur clair, et ce n'était pas moi. Alors, je me suis adapté. Je suis devenu l'enfant qui ne demandait pas d'entretien. Celui qui ne demandait pas grand-chose, qui ne se plaignait pas, qui avait de bonnes notes, qui ne s'attirait pas d'ennui et qui, fondamentalement, se rendait aussi facile à ignorer que possible. Ce qui, fait amusant, est une stratégie terrible si votre but est de ne plus être ignoré. Après le lycée, je suis allé à l'université de Lyon, j'ai étudié la finance et j'ai trouvé un emploi dans une banque régionale juste après l'obtention de mon diplôme. Rien de très glamour, mais j'ai gravi les échelons. À 28 ans, j'étais directeur adjoint en charge des prêts aux entreprises. J'ai acheté un appartement, je conduisais une voiture raisonnable, une Peugeot classique, j'avais un groupe d'amis solides et j'ai commencé à sortir avec une femme nommée Claire, que j'ai rencontrée lors d'une soirée quiz dans une brasserie. Elle a deviné la capitale de la Mongolie et je me suis dit que c'était la bonne. Nous sommes ensemble depuis presque 2 ans maintenant, et c'est le genre de personne qui vous fait réaliser ce que l'on ressent quand quelqu'un vous accorde vraiment de l'attention. Élodie, pendant ce temps, a pris un chemin différent. Elle a jonglé entre différentes filières, a abandonné l'université à 2 reprises, a enchaîné une série de boulots qui n'ont jamais duré, et est sortie avec une succession de gars qui semblaient tous posséder la même paire de lunettes de soleil blanches. Il y a environ 1 an, elle a commencé à sortir avec ce type, Antoine, qui n'est en fait pas terrible. Il travaille dans le chauffage et la climatisation, gagne bien sa vie, et a apparemment convaincu Élodie de passer sa licence d'agente immobilière. Elle l'a obtenue à sa 2e tentative, et mes parents ont réagi comme si elle avait été acceptée à une grande école de commerce. Il y a eu un dîner, un gâteau, un certificat encadré au mur. Quand j'ai été promu directeur adjoint, ma mère m'a envoyé un emoji pouce en l'air. Même pas le jaune, le gris. Quoi qu'il en soit, c'est ici que l'histoire commence vraiment. Environ 3 mois avant mon 30e anniversaire, Élodie et Antoine ont décidé d'acheter une maison. Ils ont trouvé une jolie petite maison dans un quartier en développement près de chez nous. 3 chambres, un petit jardin, elle nécessitait quelques travaux, mais avait un bon potentiel. Le prix de vente était de 265 000 €,
et Elodie m'a appelé un soir, vibrant presque d'excitation. Elle voulait savoir si je pouvais les aider avec l'aspect financier des choses, examiner les conditions du prêt hypothécaire, m'assurer qu'ils ne se faisaient pas arnaquer. J'ai répondu, bien sûr, c'est ce que font les grands frères. Au cours des semaines suivantes, j'ai passé des heures à examiner leurs documents. J'ai repéré 2 signaux d'alarme dans l'estimation du prêt, j'ai négocié leurs frais de clôture pour les réduire de près de 3 000 € et je leur ai expliqué chaque ligne du contrat d'achat. Antoine m'a remercié environ 15 fois. Elodie m'a remercié une fois, mais elle était distraite parce qu'elle choisissait déjà le carrelage de la cuisine sur son téléphone, alors je lui accorde un demi-point. Puis est venue la question de l'apport initial. Ils avaient besoin de 40 000 €. À eux deux, ils avaient économisé environ 22 000 €. Mes parents ont proposé de participer à hauteur de 10 000 €. Il leur manquait encore 8 000 €. Elodie m'a appelé et je pouvais entendre le stress dans sa voix. Elle ne m'a pas demandé directement parce que Elodie ne demande jamais directement. Elle a juste décrit le problème avec force détail et a attendu que je me propose. C'est une technique qu'elle a perfectionnée vers l'âge de 6 ans. Et vous savez quoi? Je me suis proposé parce que j'avais l'argent et parce qu'aider ma petite sœur à acheter sa première maison me semblait être la bonne chose à faire. Je lui ai dit que je leur ferais un chèque de 10 000 €. Pas un prêt, un cadeau. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Mes parents m'ont appelé ce soir-là et m'ont dit à quel point j'étais généreux. Et pendant environ 48 heures, j'ai eu l'impression de compter vraiment pour ces gens. J'ai fait le chèque, je l'ai mis dans une carte, et j'ai prévu de le lui donner lors de la signature chez le notaire, qui était prévue environ 2 semaines après mon anniversaire. Je voulais en faire un moment spécial. Le grand frère qui assure. Peut-être même obtenir un certificat encadré au mur à côté de sa licence immobilière. Un gars peut rêver. Maintenant, à propos de mon anniversaire. Je ne suis pas très porté sur les anniversaires. Je n'ai pas besoin de fêtes, de surprises ou de messages écrits dans le ciel, mais 30 ans, ça semblait différent. Cela ressemblait à une étape importante. Et pour la première fois de peut-être toute ma vie d'adulte, j'ai décidé de demander quelque chose à ma famille. Une seule chose. J'ai appelé ma mère environ 6 semaines avant mon anniversaire et j'ai dit que je voulais que nous dînions ensemble. Nous tous. Maman, papa, Elodie, Antoine et Claire. J'avais choisi le restaurant. Je voulais même payer. Je voulais juste une soirée où ma famille serait là pour moi. C'est tout. C'était toute ma demande. Ma mère a dit, bien sûr, chérie. Ça a l'air merveilleux. Elle l'a noté sur le calendrier. Elle l'a dit à mon père. Elle l'a dit à Elodie. Tout le monde a confirmé. J'ai fait une réservation dans cette belle brasserie spécialisée dans les viandes en centre-ville de Lyon. Le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et une carte des vins sans photo. Claire a acheté une nouvelle robe. J'étais sincèrement excité, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alerte, car dans ma famille, mon excitation est généralement le signal pour l'univers de me couper l'herbe sous le pied. Le matin de mon anniversaire, je me suis réveillé avec un texto d'Elodie dans la discussion de groupe familial. Elle avait posté une photo de sa nouvelle maison avec la légende « Signature chez le notaire avancé ». On récupère les clés aujourd'hui. Avec environ 40 points d'exclamation et une série d'émojis de maison. J'étais heureux pour elle, sincèrement. La signature avait été avancée de 2 semaines, ce qui était une excellente nouvelle. Puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère, et le ton de sa voix m'a tout dit avant même qu'elle ne prononce un mot. Ce mélange particulier de fausse gaieté et de culpabilité préventive qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de me décevoir et veut que je lui facilite la tâche. Alors, chérie, tu as vu la nouvelle d'Elodie. N'est-ce pas excitant? Alors, écoute. Papa et moi on en parlait et vu que la signature est aujourd'hui, on s'est dit que ce serait sympa de lui organiser une petite fête de pendaison de crémaillère ce soir. Rien d'énorme, juste la famille, un peu de nourriture, pour l'aider à fêter ça. Je suis resté silencieux un instant. Puis j'ai dit, ce soir, pour mon anniversaire, nous avons une réservation pour dîner. Et ma mère m'a sorti la phrase que je jure d'entendre dans mes cauchemars pour le reste de ma vie. Elle a dit, oh, je sais, chérie. Et je suis désolé pour le timing. Mais tu comprends, n'est-ce pas? C'est sa première maison. C'est un événement énorme. Toi, ce n'est qu'un anniversaire. Tu en as un tous les ans. Toi,
ce n'est qu'un anniversaire. Tu en as un tous les ans. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Claire était dans l'embrasure de la porte à m'observer, et elle n'a rien dit parce qu'elle pouvait le lire sur mon visage. 30 ans à être à la deuxième place, et ma mère venait enfin de dire tout haut ce qu'elle pensait tout bas. J'ai dit à ma mère que je comprenais. Ces deux mots sont sortis de ma bouche en pilote automatique, comme ils l'avaient toujours fait parce qu'accepter était plus facile que de se battre, et j'avais été entraîné depuis l'enfance à faciliter les choses. Elle avait l'air soulagée, comme si elle s'était préparée à une résistance et était agréablement surprise que je cède tout simplement. Elle a dit, « Tu es le meilleur, Vincent. On fera ton dîner une autre fois. » D'accord, peut-être le week-end prochain. Peut-être le week-end prochain. Comme si mon 30e anniversaire était un rendez-vous chez le dentiste qu'il fallait reprogrammer. Claire a attendu que je raccroche. Puis elle s'est assise à côté de moi, a posé sa main sur mon genou et a dit, « Que vient-il de se passer ?» Je lui ai raconté. Elle n'a rien dit pendant environ 10 secondes, ce qui est très long quand on est assis en silence avec quelqu'un. Puis elle a dit, « Alors, que je comprenne bien. Ta mère a annulé ton dîner d'anniversaire. La seule chose que tu as demandé de toute l'année, pour organiser une fête à ta sœur pour l'achat d'une maison qu'elle ne peut s'offrir que parce que tu lui donnes 10 000 euros. » Quand elle l'a formulé comme ça semblait encore pire que ce que je ressentais, ce qui était impressionnant parce que je me sentais déjà très mal. J'ai appelé le restaurant et j'ai annulé la réservation. L'hôtesse m'a dit « Joyeux anniversaire » et a demandé si je voulais reprogrammer. J'ai répondu « Non merci ». Puis je me suis assis dans mon salon et j'ai fait ce que je fais toujours quand ma famille me déçoit, c'est-à-dire me convaincre que ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un dîner. Ce n'est qu'un anniversaire. Élodie achète sa première maison. Ça, c'est important. Maman ne le pensait pas comme ça en avait l'air. J'ai 30 ans, pas 12. Je devrais avoir passé l'âge de me soucier de ces choses-là. Claire ne l'entendait pas de cette oreille. Elle m'a regardé et a dit, « Vincent, je t'aime, mais si tu me dis que tu vas bien en ce moment, je vais péter les plombs. Tu as le droit d'être contrarié. » C'est contrariant. Elle avait raison. J'étais contrarié. J'étais furieux, en fait. Mais la fureur était enfouie sous tellement de couches d'acceptation et de rationalisation qu'elle ne parvenait pas à remonter à la surface. Pas encore. Vers 14 heures, Élodie m'a appelé. J'ai pensé qu'elle appelait peut-être pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Ce n'était pas le cas. Elle appelait pour me demander si je pouvais passer à la maison ce soir-là pour aider Antoine à comprendre pourquoi le broyeur à déchets ne fonctionnait pas. « Puisque tu es doué pour ce genre de truc, » a-t-elle dit. Pas de joyeux anniversaire, pas de « désolé que maman ait annulé ton dîner. » Juste, « tu peux venir réparer mon évier pour ton anniversaire dont nous avons tous collectivement décidé qu'il n'avait aucune importance. » Je lui ai dit que j'essaierais de venir. Après avoir raccroché, Claire m'a regardé comme si je venais d'accepter de faire don d'un rein à quelqu'un qui m'avait volé ma voiture. Nous n'y sommes pas allés. Claire m'a emmené dans un petit restaurant italien calme du centre-ville où personne ne savait que c'était mon anniversaire et où je n'avais pas à faire semblant de quoi que ce soit. Elle m'a offert une montre, rien de follement cher, mais gravée au dos avec la date de notre première soirée quiz. Nous avons partagé un tiramisu. C'était agréable. Ce fut aussi l'anniversaire le plus solitaire que j'ai jamais eu, car être agréable n'est pas la même chose qu'être choisi, et je voulais être choisi par les personnes qui étaient censées me choisir en premier. Le lendemain matin, j'ai vérifié la discussion de groupe familial. Il y avait une quarantaine de messages concernant la pendaison de crémaillère. Des photos de mes parents et de la nouvelle cuisine d'Élodie. Une vidéo d'Élodie faisant un petit discours pour remercier tout le monde de l'avoir soutenue dans son parcours vers l'accession à la propriété. Une photo d'une banderole sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison, Élodie et Antoine ». En lettres dorées. Ma mère était allée dans un magasin d'articles de fête. Elle avait acheté une banderole pour la fête qu'elle avait organisée au lieu de venir à mon dîner d'anniversaire. Pas un seul message dans cette discussion ne disait « Joyeux anniversaire, Vincent ». J'ai posé mon téléphone et je suis allé courir. J'ai couru environ 10 km, ce qui fait environ 5 de plus que d'habitude. Et au moment où je suis rentré chez moi, j'avais pris une décision qui m'a surpris moi-même. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir où j'avais rangé le chèque pour l'apport d'Élodie, et je l'ai regardé. 10 000 € à l'ordre d'Élodie Moreau. Sur la ligne de motif,
j'avais écrit première maison avec un petit visage souriant, parce que je suis apparemment le genre d'idiot qui dessine des visages souriants sur des chèques pour des gens qui oublient son anniversaire. J'ai pris le chèque et je l'ai déchiré en deux. Puis j'ai déchiré ses moitiés en deux. Ensuite, j'ai mis les morceaux dans la poubelle de recyclage parce que, même dans un moment de lucidité émotionnelle, je trie toujours mes déchets en papier. Claire m'a regardé faire. Elle n'a pas essayé de m'en dissuader. Elle a juste dit, d'accord, c'est quoi le plan? Je lui ai dit que je n'en avais pas encore. Elle a dit, bien. Faisons un. Voici le truc quand on est la personne sur laquelle on peut compter dans la famille. Les gens ne vous prennent pas seulement pour acquis. Ils construisent leur plan autour du fait que vous soyez pris pour acquis. Toute la stratégie d'apport initial d'Élodie dépendait de mes 10 000 euros. La signature chez le notaire avait déjà eu lieu, mais ma contribution était censée rembourser ce qu'ils avaient avancé sur une carte de crédit en guise de relais. Ils avaient porté 8 000 euros sur une carte promotionnelle à taux zéro avec l'idée que mon chèque couvrirait la somme, en plus de leur donner une marge de sécurité. Sans mon argent, ils traînaient 8 000 euros de dette de carte de crédit sur une carte dont le taux promotionnel expirait dans 6 mois. Étais-je mesquin? Peut-être. Étais-je juste? Je le pense. Je ne devais pas cet argent à Élodie. C'était un cadeau, et les cadeaux sont volontaires. Et je m'étais proposé à l'époque où je croyais encore que ma famille me considérait comme autre chose qu'un carnet de chèques ambulant avec un pouls. 2 jours après mon anniversaire, Élodie m'a envoyé un texto pour me demander quand j'allais apporter le chèque. Pas de salutation, pas de comment vas-tu? Pas de joyeux anniversaire en retard. Juste, et, quand est-ce que tu déposes le chèque? Antoine veut rembourser la carte avant la clôture du relevé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé mijoter pendant une journée entière, chose que l'ancien Vincent n'aurait jamais faite parce que l'ancien Vincent répondait à chaque texto dans les minutes qui suivaient pour prouver qu'il était fiable. Quand j'ai enfin répondu, j'ai fait simple. J'ai décidé de ne pas donner l'argent. Je vous souhaite une bonne continuation avec la maison. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé préparer le dîner. Les retombées ont été immédiates. Élodie a appelé 7 fois en 45 minutes. Je n'ai pas répondu. Puis les textos ont commencé, chacun allant crescendo. Le premier était confus. Attends, quoi? Quoi? Le suivant était agacé. Vincent, ce n'est pas drôle. On compte sur cet argent. Puis en colère. Tu fais sérieusement ça en ce moment? Antoine pète les plombs. Au 5e, elle est passée à la culpabilisation totale. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu promettre une chose aussi importante et te rétracter ainsi. Puis ma mère a appelé. Je savais qu'elle le ferait parce qu'à chaque fois que Élodie est contrariée, ma mère s'active comme un agent dormant. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal que je n'oublierai probablement jamais. Elle a dit, et je paraphrase légèrement, Vincent, ta sœur est en larmes. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu as pris un engagement et te rétracter est cruel. Rappelle-moi avant que ça n'empire. Avant que ça n'empire. Ma mère, qui avait balayé mon 30e anniversaire sans y réfléchir à 2 fois, me traitait de cruel. Mon père m'a envoyé un texto ce soir-là. Ce n'est pas un grand adepte des textos, alors quand Pierre Moreau vous envoie un paragraphe, vous savez que c'est sérieux. Il a écrit, « Fils, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère et ta sœur sont contrariées. Quel que soit le problème, réglons ça comme des adultes. Retirer le soutien financier à ta sœur à la dernière minute n'est pas digne de l'homme que j'ai élevé. L'homme qui l'a élevé. » Celle-là a vraiment piqué, parce que l'homme qui l'a élevé était quelqu'un qui ne se plaignait jamais, ne demandait jamais rien, et répondait toujours présent pour tout le monde. Et il avait raison d'une certaine manière. C'est bien l'homme qui l'a élevé. Mais cet homme était fatigué. Claire a lu les textos par-dessus mon épaule et a dit quelque chose qui m'est resté. Remarque qu'aucun d'entre eux ne t'a demandé pourquoi. Ils ont tous simplement supposé que tu étais le problème. Elle avait raison. Pas un seul message de ma mère, de mon père ou de ma sœur ne contenait la question « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» ou même « Est-ce que ça va ?» Ils sont passés directement à l'exigence que je répare les choses. Parce que dans ma famille, je n'ai pas le droit d'avoir des raisons. Je n'ai que des responsabilités. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé avec Claire, j'ai mangé des restes de pâtes et j'ai regardé un documentaire sur les pieuvres,
parce que parfois, quand votre famille implose, vous avez juste besoin d'en apprendre davantage sur les céphalopodes. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence de mon téléphone ne m'a pas rendu anxieux. Il m'a apaisé. La semaine suivante a été rude. Je ne vais pas l'édulcorer. Quand on passe 30 ans à être le gardien de la paix et qu'on arrête soudainement de la garder, le manque se fait ressentir différemment. Mon téléphone était un champ de mines. Chaque notification me nouait l'estomac. Elodie était passée des textos colériques aux publications passives-agressives sur Instagram. Le genre où elle partageait des citations de motivation sur les personnes toxiques, la loyauté, et sur la façon dont la vraie famille est là quand ça compte. Elle ne m'a pas identifié, mais elle n'en avait pas besoin. Nos proches communs pouvaient faire le lien. Ma mère a appelé tous les jours, parfois 2 fois. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages suivaient une courbe prévisible. Le premier jour, c'était de l'inquiétude. Le deuxième jour, de la frustration. Le troisième jour, la culpabilisation. Je ne comprends tout simplement pas ce que nous avons fait pour mériter ça, Vincent. Au 5e jour, elle a fait appel à des renforts. Ma tante Sylvie m'a appelé au travail, ce qui m'a semblé être une violation de la Convention de Genève, et m'a dit que je brisais le cœur de ma mère. J'ai dit à tante Sylvie que j'appréciais son inquiétude et que je gérerais ça à mon propre rythme. Elle a répondu, « Eh bien, ton rythme fait du mal aux gens. » J'ai dit, « Ouais, au mien aussi », et j'ai raccroché. Le travail était le seul endroit où je pouvais respirer. Je m'y suis plongé avec ce genre d'intensité qui survient quand on n'a nulle part ailleurs où mettre son énergie. J'avais un portefeuille de clients de prêt aux entreprises qui nécessitaient de l'attention et je la leur ai toute donnée. Mon patron, un gars nommé Philippe qui est dans la banque depuis plus longtemps que je ne suis en vie, l'a remarqué. Il m'a fait venir dans son bureau un après-midi et m'a dit, « Je ne sais pas si tu as trouvé une nouvelle source de caféine ou quoi, mais tu as conclu plus de contrats ces 2 dernières semaines que la plupart des membres de notre équipe n'en concluent en un trimestre. » Je lui ai dit que j'étais simplement concentré. Il a répondu, « Eh bien, continue de te concentrer parce qu'il y a un poste de directeur senior qui se libère dans le bureau principal de Lyon et je propose ta candidature. » Directeur senior à Lyon. C'était une toute autre dimension. Des clients plus importants, des affaires plus grosses, une augmentation de salaire significative. Philippe m'a dit que le jury d'entretien se réunirait dans environ 6 semaines, et il voulait que je sois prêt. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je l'ai dit à Claire, elle a pris mon visage à 2 mains et m'a dit, « Tu vas tout déchirer. » Avoir quelqu'un qui croit en vous de cette façon, ça recable quelque chose dans votre cerveau. Surtout quand vous avez passé la majeure partie de votre vie entouré de gens qui vous voient comme un outil. Pendant ces 6 semaines, j'ai travaillé plus dur que je ne l'avais jamais fait. J'ai reconstruit mes présentations de portefeuille à partir de zéro. J'ai pris contact avec l'équipe du bureau principal. J'ai lu toutes les publications sur les prêts aux entreprises que j'ai pu trouver. J'ai aussi commencé à consulter une thérapeute nommée Dr Lambert parce que Claire me l'avait suggéré et parce que j'avais réalisé que mon incapacité à me sentir en colère contre ma famille n'était probablement pas un super pouvoir mais un mécanisme de défense. Le Dr Lambert était une femme calme et directe d'une 50aine d'années qui avait le don de dire des choses qui vous faisaient vous sentir à la fois validé et légèrement remis en place en même temps. Lors de notre 3e séance, elle m'a dit, « Vous avez passé toute votre vie à mériter un amour qui aurait dû être gratuit. » J'ai ruminé cela pendant des jours. Pendant ce temps, la situation avec Elodie avait évolué. Antoine et elle avaient réussi à couvrir les 8 000 € sur la carte de crédit en empruntant aux parents d'Antoine, ce que je sais uniquement parce que Antoine m'a envoyé un texto étonnamment mesuré. Il a dit, « Eh, Vincent, je n'ai pas tous les éléments sur ce qui s'est passé entre ta famille et toi, mais je veux que tu saches que nous avons réglé le problème d'argent. Sans rancune pour moi. Je sais que les histoires de famille, c'est compliqué. J'ai respecté ça. Antoine était un bon gars pris dans l'orbite d'une famille qui n'était pas la sienne, et il a eu la décence de ne pas prendre parti. Elodie, en revanche, n'a eu aucune de ces retenues. Elle avait apparemment dit à nos parents que je m'étais rétracté pour l'argent parce que j'étais jaloux qu'elle achète une maison. Jaloux de quelqu'un qui achète une première maison à 265 000 € alors que je possédais déjà un appartement acheté il y a 3 ans. L'histoire était tellement absurde que j'ai failli en rire. Mais elle a pris de l'ampleur parce que ma famille voulait une explication qui ne les obligeait pas à examiner leur propre comportement. Vincent est jaloux, c'était beaucoup plus facile à digérer que nous avons oublié l'anniversaire de Vincent et il est blessé. Je n'ai pas corrigé l'histoire.
Je n'ai appelé personne pour rétablir la vérité. Le docteur Lambert m'avait aidé à comprendre quelque chose d'important, on ne peut pas raisonner quelqu'un pour le faire sortir d'une position qu'il n'a pas adoptée par la raison. Ma famille avait décidé que j'étais le méchant parce qu'accepter autre chose signifierait se regarder dans un miroir, et les miroirs sont terrifiants quand on risque de ne pas aimer ceux qui s'y reflètent. Des semaines ont passé. Le silence entre ma famille et moi est devenu un muret, chaque jour, il s'est un peu épaissi. C'était inconfortable au début, comme porter des chaussures à la mauvaise taille. Mais lentement, ça a commencé à ressembler moins à une punition et plus à une protection. On ne me culpabilisait plus. Je ne réorganisais plus mon emploi du temps autour de la crise de quelqu'un d'autre. Je ne scannais plus la discussion de groupe familial à la recherche de preuves de mon importance. J'existais simplement, selon mes propres termes. Et c'était étrange, et triste, et aussi en quelque sorte incroyable. Claire et moi nous sommes rapprochés pendant cette période. Elle a rencontré mes amis. Nous avons passé un week-end à Annecy. Nous avons préparé le dîner ensemble presque tous les soirs. Elle avait cette théorie selon laquelle j'avais été tellement occupé à jouer le rôle du bon fils toute ma vie que je n'avais jamais cherché à savoir qui j'étais sans lui. Elle tenait peut-être quelque chose, parce que j'ai commencé à remarquer chez moi des choses que je n'avais jamais eu l'espace de voir auparavant. J'aimais la randonnée, mais je n'avais jamais pris le temps d'en faire. J'étais intéressé par le travail du bois, mais j'avais toujours passé mes week-ends à aider quelqu'un d'autre à déménager, à réparer quelque chose ou à conduire quelque part. J'ai fabriqué une planche à découper de toutes pièces un samedi après-midi, elle était de travers, magnifique, et entièrement à moi. L'entretien pour le poste de directeur senior a eu lieu un mercredi début octobre. J'ai conduit jusqu'au siège à Lyon dans mon plus beau costume, je me suis assis face à un jury de 4 personnes, et j'ai parlé de près aux entreprises pendant 90 minutes. J'ai été nerveux pendant les 5 premières minutes, et puis il y a eu un déclic. Je connaissais ce sujet. Je l'avais vécu. Et plus que cela, je n'avais rien à perdre, car la personne que j'étais, celle qui avait besoin d'une validation externe pour se sentir entière, avait quitté les lieux environ 6 semaines plus tôt. Ils m'ont offert le poste 2 jours plus tard. 40% d'augmentation de salaire. Un bureau d'angle. Une équipe de 8 personnes sous mes ordres. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking de la banque après l'appel et j'ai juste respiré. Puis j'ai appelé Claire et elle a crié si fort que je crois qu'elle a fait peur au chien de son collègue. Ce soir-là, nous avons fêté ça au restaurant italien, notre restaurant maintenant. Claire a commandé du champagne, ce qu'elle ne fait jamais parce qu'elle trouve ça trop cher, mais elle a dit qu'avoir 30 ans et devenir directeur senior la même saison méritait des bulles. Elle a levé son verre et a dit, au gars qui a enfin arrêté d'attendre la permission pour être fier de lui. J'ai failli fondre en larmes. Failli. J'ai gardé mon sang-froid parce que le serveur était juste là et que j'ai une réputation à maintenir. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai dit à personne de ma famille. Les personnes qui devaient savoir, Claire, mes amis, Philippe, le savaient. Tous les autres pourraient l'apprendre en temps voulu, de la même manière que j'avais apparemment appris les événements familiaux toute ma vie. La date de début à Lyon était fixée au 1er novembre, ce qui signifiait que je devais vendre mon appartement et déménager. Claire et moi avons eu une discussion pour savoir si elle voulait venir, et elle a répondu, ça fait déjà 2 semaines que je regarde les appartements dans le quartier de la Confluence. Alors, oui, nous avons décidé d'emménager ensemble. Ça m'a semblé rapide, mais aussi tout à fait juste, comme c'est le cas quand on arrête de trop réfléchir et qu'on commence à écouter ce que sa vie essaie de nous dire. Je faisais des cartons un soir quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de mon père. Pas de préambule, pas de salutation, juste, l'anniversaire de ta mère est le 19. Elle espère que tu viendras. J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qui se passerait si je le disais. J'ai répondu, je vais y réfléchir. Et je le pensais. Je n'étais pas passif-agressif. Je voulais sincèrement y réfléchir. L'ancien moi aurait dit oui immédiatement, acheté un cadeau, préparé un gâteau et se serait pointé avec le sourire. Le nouveau moi avait besoin de décider si s'y présenter était quelque chose que je voulais faire ou quelque chose qu'on m'avait programmé à faire. Il y a une différence, et il m'avait fallu 30 ans et une planche à découper tordue pour la comprendre. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Claire ne m'a poussé dans aucune direction, ce que j'ai apprécié. Elle a simplement dit, quelle que soit ta décision,
je suis avec toi. Le docteur Lambert a été un peu plus direct. Elle a dit, la question n'est pas de savoir si vous devez y aller. La question est de savoir ce dont vous avez besoin de leur part avant de pouvoir vous asseoir à cette table sans avoir l'impression de vous rétrécir. Cela a tout recadré, car j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'excuses. Pas spécifiquement. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une reconnaissance. J'avais besoin que quelqu'un dans ma famille dise à voix haute que ce qui s'était passé le jour de mon anniversaire était mal. Pas nous sommes désolés que tu aies ressenti ça. Pas le timing était mauvais. Une véritable reconnaissance qu'ils avaient choisi Elodie plutôt que moi une fois de plus, que ça m'avait blessé, et que ma réaction face à cela était raisonnable. J'ai décidé d'aller à l'anniversaire de ma mère, mais je n'allais pas y aller discrètement. J'allais y aller préparé. Claire et moi avons passé une soirée à discuter de ce que je voulais dire. Elle est chef de projet de métier, alors elle a abordé ça comme un livrable. Nous avons souligné les points clés. Nous avons anticipé les objections. Elle m'a même fait répéter, ce qui m'a semblé ridicule jusqu'à ce que je réalise que je ne m'étais jamais de ma vie préparé à me défendre face à ma propre famille. J'avais préparé des présentations pour des prêts d'1 million d'euros, mais je n'avais jamais organisé mes pensées pour une conversation avec ma mère. Quelque chose dans ce déséquilibre m'a rendu à la fois triste et déterminé. Mon ami Alexandre, que je connais depuis l'université et qui a l'intelligence émotionnelle d'un thérapeute combinée à la franchise d'un sergent instructeur, a aussi donné son avis. Je lui avais raconté toute l'histoire autour de quelques bières la semaine précédente. Quand j'ai eu fini, il a posé son verre et a dit, « Mon frère, ta famille t'arnaque depuis 3 décennies, et tu viens juste de t'en rendre compte. » Je lui ai dit que c'était un peu dramatique. Il a dit, « Cite-moi une seule fois où ils ont été là pour toi de la manière dont tu es là pour eux. » J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il m'a pointé du doigt et a dit, « Exactement. » Le conseil d'Alexandre était simple. N'y va pas à chaud. N'y va pas à froid. Vas-y au clair. Dis ce que tu as à dire et laisse-les répondre. Ce qu'ils feront ensuite te dira tout. La semaine avant l'anniversaire de ma mère, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elodie m'a appelé. Pas un texto, un appel. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose en moi a dit, prends-le. Sa voix était différente, plus petite. Elle a dit, tu viens au truc de maman? J'ai dit, c'est prévu. Elle est restée silencieuse une seconde puis a dit, d'accord, bien. C'était bizarre sans toi. C'était ce qui s'approchait le plus de la vulnérabilité que Elodie ait jamais montrée avec moi. Et je ne vais pas prétendre que ça ne m'a pas touché. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas reconnu ce qui s'était passé, mais elle a dit que ça avait été bizarre. Et pour Elodie, c'était pratiquement une confession. J'ai dit, ouais, c'était bizarre pour moi aussi. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes, puis elle a dit qu'elle devait y aller parce que Antoine avait besoin d'aide pour accrocher des étagères. Du pur Elodie. Un moment d'honnêteté émotionnelle suivi immédiatement d'un pivot vers quelque chose de pratique. Mais je prends ce que je peux avoir. L'anniversaire de maman tombait un samedi. Le plan, c'était un dîner chez mes parents. Rien de sophistiqué, juste la famille. Claire et moi avons fait la route ensemble. J'ai porté une chemise boutonnée parce que Claire m'avait dit que j'avais l'air confiant en chemise boutonnée et que j'avais besoin de tous les avantages psychologiques possibles. Nous avons apporté une bouteille de vin pour ma mère et une tarte d'une boulangerie qui, selon Claire, est la meilleure de la région. Je n'essayais pas de faire passer un message avec ces cadeaux. J'essayais d'être une personne normale assistant à l'anniversaire de sa mère. Le message viendrait plus tard. Quand nous sommes entrés, ma mère m'a serré dans ses bras comme si je revenais de la guerre. Une étreinte longue et serrée, le genre qui communique simultanément l'amour et la culpabilité. Mon père m'a serré la main et m'a pressé l'épaule, ce qui est sa version d'un câlin. Elodie a fait un signe de la main depuis la cuisine où elle préparait un plateau de fromage. Antoine m'a donné une poignée de main ferme et m'a dit, « Content de te voir, mec. » Tout semblait fragile, comme si nous nous tenions tous sur du verre en essayant de prétendre que c'était du béton. Le dîner se composait des lasagnes de ma mère, de pain à l'ail, d'une salade que personne n'a mangée et de trop de vin. La conversation est restée sur des sujets pendant la première heure. Le travail d'Antoine, un voyage que mes parents envisageaient de faire, le travail de Claire. Personne n'a mentionné mon absence des 2 derniers mois. Personne n'a mentionné mon anniversaire.
C'était comme si nous avions tous accepté de faire semblant que les 8 dernières semaines n'avaient pas existé. Et honnêtement, ça aurait pu marcher pour l'ancien Vincent. Il aurait été tellement soulagé d'être de retour à table qu'il aurait tout ravalé en souriant. Mais j'avais passé 2 mois à apprendre à occuper l'espace. Et assis à cette table, en regardant ma famille éviter avec expertise l'éléphant dans la pièce, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Je me sentais calme, pas anxieux, pas en colère, pas triste, juste calme et lucide, comme Alexandre l'avait conseillé. Après le dîner, pendant que Élodie et ma mère coupaient le gâteau d'anniversaire, j'ai dit, « Eh, on peut se parler une minute ? Il y a quelque chose que je dois dire. » La pièce s'est figée. Le couteau de ma mère s'est arrêté en plein milieu d'une part. Mon père a posé son verre de vin. Élodie a regardé Antoine comme si elle espérait qu'il lui fournisse une porte de sortie. Claire a posé sa main sur ma jambe sous la table. Un petit contact qui disait « Je suis juste là ». J'ai pris une inspiration et j'ai commencé. Je veux dire ça clairement parce que je n'ai jamais été doué pour vous dire les choses clairement. Pour mon 30e anniversaire, j'ai demandé une seule chose. Un dîner. C'est tout ce que je voulais. Et vous avez choisi d'organiser une fête de pendaison de crémaillère pour Élodie à la place. Maman, tu m'as appelé ce matin-là et tu m'as dit que mon anniversaire n'était qu'un anniversaire, que j'en aurais un tous les ans, comme si ça n'avait pas d'importance. Ma mère a commencé à parler, mais j'ai levé la main, pas agressivement, juste pour lui imposer une douce pause. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a fermé la bouche. Je ne suis pas en colère à cause de la fête. Élodie, l'achat d'une maison mérite d'être célébré, mais vous ne m'avez pas demandé si nous pouvions faire les deux. Vous n'avez pas essayé de trouver un compromis. Vous m'avez juste annulé et vous vous attendiez à ce que je le prenne bien. Et le pire n'a pas été l'annulation. C'est que personne dans cette famille ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. Pas un seul d'entre vous. Pas même un texto. Élodie a baissé les yeux vers son assiette. La mâchoire de mon père s'est crispée. J'ai retiré l'argent pour l'apport d'Élodie parce que j'étais blessé et parce que j'ai réalisé que je donnais 10 000 € à une famille qui ne pouvait pas me passer un coup de fil. Ce n'est pas de la jalousie. C'est du respect de soi. Et je sais que vous avez tous passé les 2 derniers mois à vous dire les uns aux autres, et probablement à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, que j'étais égoïste, mesquin ou jaloux, mais aucun d'entre vous, pas une seule fois, ne m'a demandé pourquoi. Vous avez simplement supposé que j'étais le problème. Parce que ça a toujours été comme ça. Vincent ne se plaint pas, alors Vincent doit aller bien. Vincent répond toujours présent, alors Vincent n'a besoin de rien. J'ai fait une pause. La pièce était complètement silencieuse à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien depuis longtemps et j'ai fini de faire semblant. Je vous aime. Je vous aime tous. Mais je ne peux pas continuer à être la personne qui donne tout et qu'on oublie. J'ai besoin de savoir que je compte pour cette famille. Pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose de ma part, mais tout le temps. Personne n'a parlé pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. Puis mon père s'est raclé la gorge. Il a regardé ma mère. Elle fixait le gâteau à moitié coupé, les mains à plat sur la table et des larmes coulant sur son visage. Mon père a dit doucement, « Nous ne savions pas que c'était à ce point, fils. » Et j'ai répondu, « Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. » C'est bien rentré. J'ai pu voir que ça l'avait frappé de la manière dont la vérité le fait lorsqu'elle arrive sans être accompagnée de colère. Juste un fait posé là, sur la table, entre les lasagnes et les mensonges que nous nous étions tous racontés. Je n'ai rien dit d'autre. J'avais dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'était à leur tour. Le silence après que j'ai fini était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Ma mère pleurait. Pas ce genre de pleurs dramatiques pour attirer l'attention qu'elle fait parfois quand elle veut de la compassion. C'était des larmes silencieuses, le genre qui vient d'un endroit réel. Mon père regardait ses mains comme si elles détenaient la réponse à quelque chose qu'il avait évité pendant des années. Élodie a parlé la première, ce qui m'a surpris. Elle a dit, « Je n'ai pas oublié ton anniversaire. » Tout le monde l'a regardée. Elle tripotait le bord de sa serviette, en arrachant de minuscules bandes. Je veux dire, j'ai oublié ce jour-là, mais je m'en suis souvenu plus tard dans la soirée après la pendaison de crémaillère, et je me suis senti malade à cause de ça. J'allais t'envoyer un texto, mais maman a dit que tu comprendrais, que tu allais bien.
Et je me suis juste laissé y croire parce que c'était plus facile. Ça a toujours été plus facile, ai-je dit. Sans méchanceté, juste honnêtement. Elle a hoché la tête. Ouais, ça l'est. Puis elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais peut-être jamais vu chez ma sœur. Elle avait l'air honteuse, pas embarrassée, pas sur la défensive. Honteuse d'une manière qui signifie que vous avez réellement pris conscience de ce que vous avez fait. Tu as toujours été celui qui gérait les trucs, Vincent, depuis qu'on est enfant. J'ai juste supposé que tu étais fait comme ça. Comme si tu n'avais pas besoin des mêmes choses que moi. Et c'est vraiment foireux. Je suis désolé. Je ne vais pas vous mentir. Ça a frappé plus fort que n'importe lequel des textos blessants, de l'anniversaire manqué ou des mois de silence, parce que Elodie n'est pas quelqu'un qui s'excuse. Elle dévie. Elle rationalise. Elle change de sujet. Qu'elle s'assoie là et dise je suis désolé sans aucune condition attachée, c'était sismique. Ma mère a retrouvé la voix ensuite. Elle s'essuyait les yeux avec une serviette. Et quand elle a parlé, sa voix était tremblante. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur le fait que ton anniversaire n'était qu'un anniversaire. J'ai rejoué cet appel téléphonique 100 fois, et je ne sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Je crois que j'étais tellement absorbé par le moment d'Élodie que je ne me suis pas arrêté pour penser à ce que je te prenais. Et ce n'est pas une excuse. C'est le problème. Elle a regardé mon père, puis moi à nouveau. Tu as raison de dire que nous ne t'avons jamais demandé pourquoi. Nous avons juste supposé que tu faisais des difficultés, et c'était mal. Tu n'as jamais été difficile un seul jour de ta vie. Et la seule fois où tu as résisté, nous t'avons traité comme le méchant. Je suis tellement désolé, mon bébé. Mon père, qui n'est pas un homme de beaucoup de mots et m'a probablement dit je t'aime moins de fois que je ne peux en compter sur les doigts d'une main, s'est penché en avant sur sa chaise. Il a dit, je t'ai dit dans ce texto que retirer l'argent n'était pas digne de l'homme que j'avais élevé. J'avais tort. L'homme que j'ai élevé était quelqu'un qui ravalait tout pour maintenir la paix, et c'est de ma faute. Tu n'aurais pas dû avoir à déchirer un chèque pour nous forcer à faire attention. Je n'ai pas pleuré. J'y étais presque, mais je ne l'ai pas fait. Il y a quelque chose dans le fait d'entendre ses parents admettre qu'ils ont eu tort qui modifie toute la compréhension que l'on a de soi-même. Pendant 30 ans, j'avais nourri la croyance que s'ils ne me mettaient pas en priorité, c'était parce que je ne valais pas la peine de l'être. Les entendre dire qu'ils m'avaient fait défaut n'a pas effacé la blessure. Mais ça a fissuré les fondations de l'histoire que je me racontais. Claire m'a serré la main sous la table. Je lui ai rendu son étreinte. Puis mon père a dit quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a dit, Vincent, parle-leur de la promotion. Je l'ai regardé. Il avait un petit sourire sur le visage. Moitié fierté, moitié honte. J'ai découvert plus tard que Philippe avait appelé mon père pour lui demander des références pendant le processus d'entretien. Mon père était au courant pour le poste de directeur senior depuis des semaines et n'avait pas dit un mot. Il l'avait gardé pour lui, attendant peut-être le bon moment, ou ne sachant peut-être pas comment l'aborder alors que nous ne nous parlions pas. Alors, je leur ai dit. Je leur ai parlé du bureau principal à Lyon, de la promotion, du nouveau titre, du déménagement. Élodie a écarquillé les yeux. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Antoine a dit, mec, c'est génial. Et ma mère a dit très doucement, quand allais-tu nous le dire? J'ai répondu, je ne savais pas si ça vous intéresserait. Celle-là a atterri comme une grenade. Le visage de ma mère s'est décomposé. Élodie a fixé la table. Mon père a fermé les yeux une seconde. Pas parce que j'avais été cruel, mais parce que j'avais été honnête, et parfois l'honnêteté est la chose la plus cruelle dans la pièce, même quand personne ne veut qu'elle le soit. Bien sûr que ça nous intéresse, a dit ma mère. Oh mon Dieu, Vincent, bien sûr que ça nous intéresse. Alors montrez-le-moi, ai-je dit. Pas seulement ce soir. Pas seulement parce que je suis assis ici. Montrez-le-moi avec constance. Souvenez-vous de mes affaires comme vous vous souvenez des affaires d'Élodie. Demandez-moi comment se passe le travail. Venez me rendre visite à Lyon. Envoyez-moi un texto un mardi au hasard pour me dire que vous pensez à moi. Je n'ai pas besoin d'une banderole ou d'une fête. J'ai juste besoin de ne pas être une pensée après coup. Élodie s'est levée, a contourné la table et m'a serré dans ses bras. C'était maladroit parce que j'étais assis et qu'elle mesure 1,60 m, alors c'était surtout ses bras autour de ma tête, mais c'était vrai.
Elle a dit dans mes cheveux, tu n'es pas une pensée après coup. Tu n'aurais jamais dû l'être. Je vais faire mieux. Ma mère est venue ensuite. Elle m'a serré fort et m'a dit, je suis tellement fier de toi. Et pour la première fois de ma vie, je crois qu'elle le pensait à propos de moi et non à propos de quelque chose que j'avais fait pour quelqu'un d'autre. Mon père ne m'a pas pris dans ses bras. Ce n'est pas son genre. Mais il m'a regardé à travers la table et a dit, directeur senior. Ça, c'est quelque chose, fils. Et de la part de Pierre Moreau, c'était tout. Nous avons fini le gâteau d'anniversaire. Ma mère a insisté pour me couper la plus grosse part, même si c'était son anniversaire, ce qui ressemblait à un geste essayant de porter plus de poids qu'une part de gâteau ne devrait en supporter, mais je l'ai accepté. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Pas des choses lourdes. De Lyon, de la recherche d'appartements de Claire dans le quartier de la Confluence, du fait qu'Antoine apprenait à poser du carrelage dans une salle de bain grâce à des vidéos en ligne et avait déjà cassé 2 carreaux. C'était hésitant, imparfait et réel. Avant que Claire et moi ne partions, Élodie m'a pris à part. Elle m'a dit, je veux te rembourser les 10 000 €, Antoine et moi allons trouver une solution. Je lui ai dit que l'argent n'avait jamais été le sujet. Elle a répondu, je sais, mais j'en ai envie. Pas parce que je te le dois, mais parce que je ne veux pas être quelqu'un qui te prend sans rien donner en retour, même si ça me prend du temps. Je lui ai dit de prendre son temps. Dans la voiture sur le chemin du retour, Claire a été silencieuse pendant un moment. Puis elle a demandé, comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Je me sentais plus léger, pas réparé, pas guéri, pas comme si tout était soudainement parfait, mais plus léger, comme si j'avais porté une valise que je ne savais pas pouvoir poser. C'était il y a 4 mois. Je suis à Lyon maintenant. Le poste de directeur senior est tout ce que j'espérais et plus encore. Mon équipe est pointue. Mes clients sont intéressants, et j'ai depuis mon bureau une vue sur la ville qui me donne l'impression d'être la vedette d'un film sur quelqu'un qui a repris sa vie en main. Claire a emménagé avec moi. Nous avons adopté un chien, un bâtard nommé Milo, qui a une oreille qui se dresse et l'autre non. Et c'est la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Ma famille a fait des efforts. Je veux être honnête à ce sujet. Ma mère m'appelle tous les dimanches, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Elle m'a envoyé un colis quand j'ai déménagé, plein de snacks et d'un mot disant « Je suis fier de toi ». Élodie et moi nous envoyons des textos quelques fois par semaine. Elle m'a envoyé une photo de la première maison qu'elle a vendue en tant qu'agente, et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Mon père est descendu à Lyon un samedi pour m'aider à construire une bibliothèque. Nous n'avons pas parlé de sentiments. Nous avons juste mesuré du bois et nous nous sommes disputés pour savoir s'il fallait utiliser des vis ou des chevilles. C'était parfait. Est-ce que tout est complètement guéri? Non. Il y a encore des moments où je me surprends à glisser dans d'anciens schémas, à dire oui quand je pense non, à faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les miens, à attendre la permission d'être visible. Mais je m'en rends compte maintenant. C'est ça la différence. Je ne suis plus le fils invisible. Pas parce que ma famille me voit enfin, bien qu'ils soient aussi en train d'apprendre, mais parce que je me vois enfin moi-même. J'ai eu 31 ans le mois dernier. Ma mère a appelé à 7 heures du matin pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Ce fut le premier appel. Élodie a envoyé une carte par la poste, une vraie carte physique avec un timbre qui disait « Joyeux anniversaire au meilleur frère que je ne mérite pas ». Mon père a envoyé un texto de 3 mots « Joyeux anniversaire, fils ». Et Claire m'a emmené dans ce restaurant italien avec le bon tiramisu. Et Milo a eu un nouveau jouet à mâcher parce qu'apparemment, les anniversaires, c'est aussi pour les chiens maintenant. C'était calme. C'était simple. Et ce fut le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'extravagant, mais parce que pour la première fois, je n'ai pas eu à me demander si les gens que j'aime se souvenaient de mon existence. Ils ont répondu présent, non pas avec une banderole, ni avec une fête, mais simplement avec la preuve petite, constante et ordinaire que je comptais. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Commentaire, j'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la force qu'il faut pour poser ses limites quand on a toujours été celui qui donne sans compter. Apprendre à se respecter soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. On a parfois tendance à croire que l'amour familial doit être inconditionnel, mais il doit aussi être réciproque et respectueux. Le chemin de la guérison commence souvent par le courage de dire non.
Je trouve beau de voir qu'il est possible de reconstruire des liens quand on choisit la vérité et la sincérité. Choisir sa paix intérieure plutôt que de maintenir une harmonie de façade est une grande preuve de maturité. J'espère que vous aussi, vous prendrez le temps de réfléchir à vos propres besoins et à la façon dont vous vous traitez dans vos relations. On mérite tous d'être vus, aimés et respectés pour ce que l'on est, et pas seulement pour ce que l'on fait pour les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que cette histoire vous a inspiré. Si te gusto, no olvide dejar un comentario y apoyar el canal suscribiendo. Nos vemos en las próxima historia.